l'idée un peu de Dwayne Johnson derrière ça, c'est aussi que en réhabilitant ce mec qui a fait des combats, qui a été vu un peu comme une grosse brute, évidemment, il réhabilite un peu quelque chose de lui-même, quoi. Oui, Il y a bien sûr. d'effet de projection comme ça un peu évident. Qu'est-ce que c'est que The Smashing Machine ? C'est donc la première occurrence des... Non, c'est même pas la première occurrence des frères Safdie tout seul, parce que déjà en 2009, il me semble qu'un des deux avait fait un film tout seul. Oui. Mais donc là, c'est Benny Safdie qui fait un film en solo et Josh Safdie qui fait aussi un film en solo de son côté, chacun. Là, c'est le premier des deux, c'est donc celui de Benny qui s'appelle The Smashing Machine avec Dwayne Johnson The Rock. Benny étant celui qu'on voit dans Good Time. Et celui qu'on voit dans Oppenheimer. Ouais. Donc celui qui est un peu plus acteur du duo, quoi. Et qui joue dans The Curse. Oui, enfin, et dans le Pitié, là aussi, non ? Dans Licorice Pizza, il n'y a pas un Safdie ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai, et il joue exactement. aussi dans la formidable série Obi-Wan Kenobi, qui est la seule série que j'ai vue Star Wars. Non, et je dis ça, c'est nul à chier. Hein. Mais il joue là, il est là dès le premier épisode, il se fait tuer rapidement, mais c'est rigolo. Okay. Juste pour voir Benny Safdie se faire tuer, ça vaut la peine de mater le premier épisode. C'est ça. Donc, Clément, de quoi ça parle un peu de Smashing Machine ? Tout simplement, c'est un film inspiré de faits réels, inspiré de la vie de Mark Kerr, qui était lutteur, combattant UFC et lutteur avant ça, qui a connu une sorte d'heure de gloire vers la fin des années 90. Un rise and fall. Un rise and fall, même si le film est plutôt un fall and rise. Ouais. Fall and rise. C'est un rise and fall and rise. C'est ça. Le rise du début est très court. Et c'est ça qui a été sur une série de matchs sans aucune défaite et qui, au début du film, c'est un peu le point de départ, va connaître sa première défaite. Et donc, le film va suivre à peu près les 3 années qui suivent jusqu'à un moment où il a reparticipé à une compétition un peu de grande importance. Où ce personnage va donc se débattre avec le poids de la défaite, l'addiction, ses relations compliquées avec sa femme, enfin sa fiancée Dawn, qui est donc jouée par Emily Blunt, et voilà, essayer de redevenir la Smashing Machine tout simplement qu'il était à ses débuts. Voilà. Et on retrouve, pour entamer un peu c'est un film assez reconnaissable en tant que film des frères Safdie, on peut dire ça. On retrouve ce style assez vif, avec un montage comme ça très rapide, une espèce de prise de vue sur le vif un petit peu, qu'on retrouvait déjà dans Uncut James, Good Time et probablement leur film d'avant que je n'ai pas vu. Moi je commencerai peut-être par là un petit peu sur les choses qui m'ont pas trop convaincu dans ce film, mais disons que je trouvais que c'était une forme qui maîtrisait très bien, mais surtout qui se justifiait assez par les intrigues respectives de Good Time et Uncut James, qui sont des films vraiment sur l'urgence, un peu des films de fuite en avant, on pourrait dire. Surtout Uncut James qui est vraiment quelqu'un qui plonge. Exactement, il a creusé et il continue de creuser, quoi. Et surtout c'est des films un peu en temps réel, quoi. Et c'est vrai que c'est des films qui sont en partie c'est beaucoup de... Oui, surtout Uncut James, effectivement, a cette qualité-là. Là, dans ce film-là, ça me semble un peu moins justifié. Et j'ai écouté une interview de Benny Safdie où il expliquait que pour lui, c'était un peu un choix, on va dire, garant d'une certaine authenticité, puisque le fait que les caméras saisissent plus ou moins sur le vif ce qui se passe, c'est un peu comme si on était nous-mêmes dans la scène, à observer, à essayer de voir les personnages qu'on voit souvent de loin, grâce à des zooms, des caméras qui parfois sont occultées par des personnages qui passent, etc. Donc ce serait en fait un choix, on va dire, de réalisme. Et à mon avis, ça marche plutôt contre le film. Et j'ai l'impression que ça devient une espèce un peu de vernis pour masquer ce qui est autrement un film assez académique en termes de construction de personnages, etc. C'est-à-dire, on a un petit montage introductif à la fin, au début du film plutôt, à la fin, on a un « que sont-ils devenus ?» Et voilà, entre-temps, disons que le film va pas adopter une dynamique un petit peu particulière comme les films précédents des Safdie. Ce qui fait que j'ai l'impression que cette espèce de forme un peu volcanique comme ça, c'est presque... en fait, ça finit par faire un peu obstacle, à mon sens, à une sensation de réalisme, puisque finalement le film affiche cette espèce de reconstruction de dire regardez, on a tout fait comme si vous y étiez, il y a le grain 16 mm, il y a les prothèses, les décors, etc. Enfin, même si les décors on en voit finalement assez peu, mais et je trouve que voilà, cette espèce de fausse spontanéité, à mon avis, marche un peu contre le film et devient presque une
une nouvelle forme d'académisme, quoi. C'est devenu un peu une forme qu'on retrouve de film en film. Je sais pas, je pense à The Apprentice, par exemple, le film sur Trump qu'il faisait aussi. Il y a cette espèce de... Et encore, The Apprentice avait quand même au moins ce brio-là de changer au fil et à mesure de l'époque de pattes et de grains de l'image. C'est vrai que là, ça se justifie un peu plus. En tout cas, il y avait une dynamique de mise en scène un peu autour de ça. Là, j'ai l'impression que ça devient presque une espèce de nouvel académisme de le film un peu à fleur de peau. Il y a ce côté, c'est un film à 24 et on reconnaît un peu ce côté, on va attraper un peu la vie qui se passe devant nous, mais qui est un petit peu une fausse promesse, un truc un peu artificiel, je trouve, au niveau de la mise en scène à ce niveau-là. Surtout, moi je sais que je suis rentré dedans à peu près au début où je me suis dit, ok, au moins il y a un truc qui est original, c'est que oui, c'est un biopic, mais c'est un biopic sur une très courte période de temps qui est 3 ans. Et ça, au moins, ça m'intéresse un peu plus. C'est comme, par exemple, A Complete Unknown, là, plus récemment, où je me suis dit, au moins, c'est pas un biopic sur la vie de Bob Dylan, c'est un biopic sur l'entrée dans la folk de Bob Dylan et son départ. On voit pas tout le début. C'est toujours ce qui est horrible quand on voit des biopics. Alors, c'est tous les passages obligés. Voilà, c'est pas ces vieux jeux, mais c'est son enfance, son rapport à la drogue, sa rencontre avec machin. Et là, typiquement, on n'a pas sa rencontre avec Dawn, on s'en fout. On n'a pas tous ses débuts en tant que lutteur, ses premiers matchs, etc. En même temps, ça aurait vraiment plombé le rythme du film, évidemment, mais on a juste vraiment une courte période. Et je me suis dit, ok, ça c'est intéressant. Le problème, c'est que ça s'essouffle, je trouve, assez rapidement, mine de rien. Déjà parce que sa promesse de voir un loser constamment pendant 3/4 du film, c'est quand même un truc où c'est un peu dur à regarder. Il est un peu accablé par le film. Ouais, et parce qu'en fait, on va trouver 50 moyens de montrer que c'est un loser, quoi. C'est-à-dire que même quand il va à une fête foraine, en fait, lui, il fait pas la grosse attraction qui fait vomir, il fait les petits chevaux, quoi. Donc c'est, au bout d'un moment, on a compris que c'était un peu un loser et que c'est un loser de partout, quoi, évidemment. Mais surtout, alors moi, c'est sûr que c'est un film aussi, il faut parler quand même, je pense, un peu de sa campagne marketing sur The Rock joue enfin un vrai rôle. Alors, je trouve que dès le début d'emblée, je me dis, c'est The Rock, quoi. Enfin, c'est vraiment, ok, il a des cheveux. Des faux cheveux. C'est quand même un peu infoné. Ouais, il est plus gros que d'habitude. Et il est des plus faux massif, sourcils, je sais plus exactement. Enfin, voilà, il a l'air extrêmement massif, ça, évidemment. Bon, c'est The Rock, on est habitué. Mais en fait, j'ai pas l'impression. Enfin, moi, je sais que ça a été vendu comme The Rock prend des risques. The Rock joue, déjà il joue avec des vrais acteurs, tout ça. En plus, il est producteur du film. Oui. Et c'est même son idée à la base. Ouais. Dès que j'ai vu qu'il était producteur, je me suis dit, oula, ça vend pas du rêve. Et parce que généralement, quand les acteurs sont producteurs, ils vont mettre en avant leur personne. Timothée Chalamet sur Complete Unknown, je crois qu'il est producteur. Plus récemment, un peu honteux, j'ai vu Tron Ares et Jared Leto est aussi producteur. Et c'est le bon perso qui prend toutes les bonnes décisions. C'est vraiment Jésus dans Tron Ares. Voilà. Ça devient ridicule. Il y a des moments. Oui, c'est ça. Et là, c'est vrai que du coup, je vois qu'il est producteur. Je me dis putain, merde. Bon le film est foutu. Et non, évidemment, j'avais quand même de l'espoir. Et il y a des qualités quand même. Je pense qu'on va y revenir. Il y a quand même des qualités au film assez indéniables, notamment la musique, plein de trucs, plein d'éléments. Mais c'est vrai que The Rock, je ne le vois pas tellement en difficulté dans ce film-là. Je vois The Rock comme il est. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une sorte de adaptation de sa vie par cette personne-là, quoi. Surtout qu'il y a un moment dans le film où Mark Kerr devient The Rock, il se rase le crâne. Et il arrive vraiment, et tout le monde dans la salle rigole. Enfin, je sais pas si vous ça a été pareil, mais parce que vraiment c'est The Rock qui arrive finalement. Mais déjà parce que The Rock a un visage plutôt rigolo aussi. Oui. Ça, il faut se le dire. Mais moi, ce qui m'a plutôt surpris devant le film, comme on parlait un peu de l'académisme, un peu des biopics et tout, c'est que j'avais la sensation pendant un long temps que le film voulait éviter presque tous les sujets, et j'aimais bien cette idée d'anti-biopic où on partait d'un personnage, et à chaque fois qu'il y a une sorte d'obstacle qui arrive, on l'évacue aussitôt. Il y a les opioïdes, il va en rehab, c'est fini. Oui. Il y a un problème avec sa copine, elle part du film. À un moment, elle dit ok, je pète mon truc, je me casse. Elle va chez ses copines et tout, vraiment. Et c'est sympa d'ailleurs de voir. Je trouve aussi... Pardon, je continue. Non, mais c'est surtout que je trouve qu'il y a un truc qui, je trouve, est assez intéressant dans le film, c'est ce côté où The Rock est, je crois, visible dans le cadre quasiment tout le temps, sauf à certains moments où on va justement suivre Mark Coleman, du coup, un de ses meilleurs potes, où on va suivre Dawn, sa copine, où on va un petit peu voir des gens parler autour de lui, et c'est là qu'il commence à un peu perdre le contrôle, justement, de sa vie. Et j'aurais aimé, justement, que le film aille plus loin là-dedans, mais je trouve que c'est 2-3 scènes par-ci, par-là, et c'est tout, quoi. Je sais même pas si c'est vraiment un truc voulu par le réal, quoi. Ouais, je pense pas non plus. D'autant que, donc, en fait, j'avais toute cette supposition sur le fait que ce soit presque une sorte d'antibiopic, de se dire, c'est la vie d'un gars
alors que c'est un peu une célébrité, ce sera juste, Mark Kerr, finalement, c'est un lutteur, mais c'est quelqu'un comme les autres, et il a ses petits accros, il a ses petits trucs, jusqu'à ce que, à la toute fin du film, il y ait un montage flashback qui a lieu au moment le moment où, potentiellement, Mark Kerr pourrait redevenir la star qu'il a été d'antan. C'est un moment où on est sur le ring, et il y a un flashback qui se... Voilà, au moment où il est en train de perdre. Et donc, le flashback explicite pourquoi est-ce qu'il est en train de perdre, et ce qui se passe dans la tête de Dwayne Johnson alors qu'il reste immobile et qui vient justifier ça. Et qu'est-ce qui vient justifier ça ? C'est des plans soit sur donc ses potes qui lui sourient, soit sur sa dispute avec Dawn. Donc grossièrement ce que le film nous raconte, c'est ce qui a empêché Dwayne Johnson The Rock de redevenir la star qu'il était, c'est Emily Blunt. Oui. Et tout est de la faute des meufs, hein. Ça, c'est vraiment... Et je trouve ça d'une violence, alors que dans le sein du film, il y a vraiment quelque chose de beau qui aurait été cette sorte d'impossibilité de se comprendre entre Dwayne Johnson et Emily Blunt, alors que dès qu'il est avec ses potes catcheurs, tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment cette sorte de bromance un peu inattendue entre avec les autres catcheurs, genre le russe vient lui péter la gueule et juste après il vient lui voir, il se check, il se demande comment ils vont, etc. Et c'est d'ailleurs Dawn qui prend une photo tout en pleurant, ce qui est un plan plutôt marquant d'ailleurs. En plus. C'est une très belle idée de scène où il fait sortir Dawn du plan, il fait sortir Dawn de la scène, il dit filme-nous. Sauf que cette idée du personnage qui est presque incapable des deux personnages qui sont incapables de s'entendre, le film prend uniquement le point de vue de The Rock, parce que comme tu l'as dit, il y a une scène avec Emily Blunt en dehors, mais c'est tout. Et c'est une scène où elle va traîner avec une amie pendant genre 1 minute, et du coup on ne suit vraiment pas du tout son point de vue. Alors que pourtant, dans les disputes, en général, le film s'intéresse aux deux points de vue. On comprend qu'elle a une bonne raison, que lui il a une bonne raison, etc. Donc ça aurait pu être intéressant de marquer un peu... Ça aurait été vraiment malin même d'avoir un point de rupture au milieu et on suit tout du point de vue de Dawn, quoi. Vraiment. Même pas carrément, ça aurait pu être assez fou. Mais là, en l'état, le film raconte vraiment... c'est les femmes vilaines et méchantes qui empêchent aux hommes d'être de grands gaillards héroïques, quoi. C'est tragique. En fait, mais c'est intéressant ce que tu dis sur cette tension un petit peu parce que... alors, on peut lire ce que tu dis. C'est drôle parce que ce que tu dis, Loïc, correspond exactement à Maria de Pablo Larraín, un biopic sur une ancienne idole, déchue, oubliée, idée intéressante mais écartée par des flashbacks qui reviennent sur son heure de gloire et rétablissent un peu l'hagiographie habituelle. Et en plus, biopic aussi avec beaucoup au niveau graphique, au niveau de la patte, avec beaucoup d'images qui s'entremêlent d'ailleurs. C'est vrai. Mais la question de la géographie, je trouve qu'elle est intéressante parce que, comme tu as dit, en fait, ce qui aurait pu être assez beau, et que le film esquisse un peu au début avec cette défaite et le fait que vraisemblablement il s'en relève pas tout de suite, quoi. C'est une espèce de film un peu à la Inside Llewyn Davis, c'est-à-dire celui qui est resté dans l'ombre toute sa vie et qui n'aura pas connu la lumière, quoi, parce que voilà, pour un Bob Dylan il y a 1000 Llewyn Davis, quoi. C'est un peu ça l'idée du film. Et là il aurait pu avoir ce truc là un peu de il a cru et en fait non, ça s'est pas fait et sa vie a pris un autre tournant, etc. Mais le problème c'est que on sent que le film est aussi dans une idée de réhabiliter en fait la figure de Mark Kerr, qui est a priori pour le grand public pas très connu, mais voilà, lui-même apparaît à la fin, il y a des photos de lui durant le générique, etc. On sent que le film est un peu à sa gloire de ce personnage oublié, quoi, de l'histoire, et du coup ça devient un peu un truc bizarre parce que tu peux pas faire un film sur un loser en disant ce gars a raté et c'est comme ça, c'est la vie, si en même temps tu veux essayer de faire croire que ça a été un personnage important, quoi. Et en plus on se doute que voilà, l'idée un peu de Dwayne Johnson derrière ça, c'est aussi que en réhabilitant ce mec qui a fait des combats, qui a été vu un peu comme une grosse brute, évidemment il réhabilite un peu quelque chose de lui-même, quoi. Oui, il y a bien sûr. d'effet de projection comme ça un peu évident. D'ailleurs ça devient un peu drôle parce que dans les photos de générique de fin on voit le vrai Mark Kerr, il y a des photos des coulisses du film avec Dwayne Johnson qui apparaît côte à côte pour bien ancrer que voilà, le film c'est deux hommes qui se sont tenus par la main et voilà. Bref, il y a toute une espèce de narratif comme tu as dit autour de ça, mais du coup je trouve que le film est un peu piégé et c'est pas vraiment un film sans intrigue où les choses ne se produisent pas, c'est plus un film avec plein de micro-intrigues mais qui sont constamment plus ou moins résolues, quoi. Il y a cette idée des drogues qui aurait pu être intéressant. En fait, je me suis dit à un moment, est-ce que le film va essayer de parler de un peu la crise des opiacés, etc. Je sais pas si c'est exactement concomitant en termes de chronologie, mais ça aurait pu être une porte d'entrée vers ça, et en fait finalement ce truc finit par être réglé, et il y a un peu comme ça plusieurs embryons un peu de récit.
Et en fait, c'est difficile de dire qu'est-ce que le film nous raconte de ce type au final, quoi. Mais effectivement, on en arrive à cette question qui est un peu dramatique, c'est celle un peu de la misogynie du film, puisque en fait, ces deux, enfin, la scène que tu as décrite, mais aussi sa toute première défaite, sont visiblement les conséquences du fait que juste avant, il a discuté avec elle, ça s'est mal passé. Et du coup, elle l'a sorti de sa concentration, quoi, en gros. Et du coup, voilà, finalement, pour que la géographie, donc le portrait comme ça élogieux de Mark Kerr puisse exister, il faut trouver une explication au fait qu'il ne soit pas devenu la star qu'il aurait voulu. Et cette explication, malheureusement, c'est le personnage féminin, quoi. D'autant que du coup, il y a 2 défaites de Mark Kerr dans le film. Et les 2, comme tu le dis, sont précédées d'une dispute avec Dawn. Mais la première, il est aussi sous drogue. Il est totalement à l'ouest, il est sous opiacés. Et donc, le film, en te disant il est plus sous drogue, mais il y a de nouveau une dispute avec Dawn et c'est le même résultat, finit presque par dire en fait la première, il aurait pu et aussi que quand ça se passe bien avec Dawn, là il gagne tous ses matchs, etc., quoi. Donc c'est vraiment, je trouve effectivement que le portrait de Dawn, qui pourtant est, Emily Blunt, super actrice, elle est super bien dedans évidemment, mais le personnage, comment il est écrit, comment il est mis en scène, comment il est montré, même à chaque fois, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être de retour 10 ans en arrière, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais surtout, en plus, je me dis, je repense évidemment au film de base de la boxe, c'est-à-dire Raging Bull. Et Raging Bull est hyper conscient du sujet de la translation entre violence, misogynie, violence des hommes sur les femmes et un peu virilisme de la boxe et du sport. Ouais. Donc c'est fou que tu te dises, il y a 45 ans, le film avait 10 ans d'avance, quoi. Ouais. En plus, il y a un côté un peu comme ça, je trouve, un peu character study qui fait un peu années 70. En plus, il y a cette espèce de patte un peu graphique, mais un peu 16 mm. C'est ça. Mais effectivement, il y a un truc où on peut se dire, finalement, le film essaie pas tant de nous faire le récit d'une ascension ou d'une défaite, mais un portrait un peu composite. On essaie d'élucider ce personnage avec des pistes qui sont intéressantes. Je trouve notamment, je sais plus, il y a un moment, il explique au début pendant une interview, il dit ce qui compte, c'est le focus, presque ce qui peut apparaître comme une contradiction, c'est-à-dire finalement c'est pas tant le corps que vraiment le mental. C'est une question intéressante, où le fait qu'il ait jamais perdu de sa vie et qu'il va perdre pour la première fois, qu'est-ce que ça fait concrètement sur une personne. Mais en fait, j'ai l'impression que tous ces sujets sont un peu à chaque fois mis de côté, où le film choisit pas vraiment une direction, et c'est là où il est à la fois malin et pas tant que ça avec la forme de biopic, parce que précisément il se concentre sur un moment très particulier, mais sans un axe. En fait, le film n'a pas vraiment de point de vue, je trouve, sur son histoire. Et d'ailleurs, même formellement, tu vois, je trouve que le fait que il y a ce système un peu où c'est comme si on avait des caméras qui épiaient un peu ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on voit le film et tout. Je trouve que ça nous raconte pas grand-chose ça me paraît pas être un moyen d'accès pour raconter une dimension particulière de ce héros. Mais il y a Thomas qui disait dans le chat, le film ne manque pas de mise en scène au sens théâtral du terme, position de personnage qui signale l'évolution des rapports entre Mark et Dawn par exemple. Mais le vernis esthétique de Safdie, montage surdécoupé, position flottante de la caméra, gros plan permanent, vient exploser la cohérence de la mise en scène sans produire grand-chose. Un peu ce que... c'est tout à fait juste. Je l'ai vu avec Thomas en plus, donc je triche, j'ai volé toutes ces idées. Et aussi on sent, je trouve, je te rejoins sur le côté où il n'y a pas d'angle, parce qu'à chaque fois il y a énormément de symboles et de symboliques qui s'entremêlent. Notamment, je pense à un moment, il prend un vase au Japon, parce que l'histoire se passe 50% au Japon, 50% chez lui à Phoenix, je crois, ou un truc du genre. En Arizona. Et effectivement, t'as vraiment ce truc où il prend un vase, il le casse, et après ils disent en fait quand on le recolle, ça a une autre signification, et tu dis ok, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et en fait il y a que des symboles comme ça qui font que se répéter en fait pour redire exactement les mêmes choses, quoi. Il y a toujours des symboles qui vont venir. Pareil, il y a un moment avec une scène avec un cactus où il dit il faut que je coupe le cactus comme ça, et en fait on sent qu'il est chiant et juste ça, et après qu'il se rabiboche. Et la scène également dans la fête foraine, il y a que des scènes qui disent exactement la même chose à chaque fois, quoi, sous différentes manières, avec d'autres signifiants, évidemment, mais c'est juste des scènes qui disent tout le temps la même chose, quoi. Mais cela dit, j'ai envie de complimenter quelques trucs sur le film quand même, parce que je lui ai trouvé des... Il y a des qualités. Oui, bien sûr. Moi je trouve notamment une qualité qu'il a de profiter du corps de Dwayne Johnson pour en faire une sorte de personnage effrayant, où souvent dans les séquences, vu que c'est un peu une force tranquille, je me dis, il y a un moment où il va péter un câble. Il y a un moment où tout d'un coup il va donner un coup de poing, et notamment il y a cette séquence où, après avoir perdu pour la première fois, on le suit pendant une sorte de long plan séquence, remonter jusqu'à sa loge
et finir par s'effondrer en pleurs. Très beau plan d'ailleurs. Mais tout du long de ce plan, je me dis, ok, à un moment, il va fracasser quelque chose. Il va taper un mur, il va... Et il y a des figurants un peu de l'endroit, et je me dis, à tout moment, en fait, le gars est connu parce que... Ça tourne mal, ouais. Il a tabassé. Parce qu'il a tabassé un gars, parce que je connais pas Marker. Ah oui, Marker, le tabasseur de Tokyo. Ouais. Et même, il y a une scène aussi, il y a une autre scène pareil au Japon, où il demande de l'Advil, enfin il demande des trucs vraiment contre la douleur, et on sent que du coup la personne, aussi culture japonaise, ils peuvent pas dire non au Japon, tout ça, et il lui dit ah non je peux pas totatalement, tout ça, et on sent que, j'avais l'impression qu'à un moment il allait juste le tabasser quoi. Vraiment, et pareil pour la scène du cactus avec le couteau. Le couteau est tellement mis en avant, et ça m'a un peu fait penser à, j'ai vu qu'un seul film de Kieslowski, mais il me semble que c'est un peu tout ce qu'il fait dans ses films, notamment donc dans Passion, où à chaque fois il met un objet un peu flippant pour que il y ait tout le temps un nœud de tension, même dans des séquences un peu simples, notamment dans Possession, bien sûr. Il y a une scène, par exemple, où il y a une femme qui met de la chair à saucisse dans un broyage, un truc pour faire des saucisses. Donc tu te dis, à tout moment, vu que c'est hors champ, il se passe un accident, il se passe une folie, et donc ça met tout le temps sous tension. Et là, c'est intéressant dans le film. Et deuxième chose qui m'a beaucoup plu, c'est notamment une scène, donc la résolution de leur première dispute, où il y a une sorte de problématisation de lui comme un enfant. Un grand enfant avec un corps massif, mais qui se comporterait tout le temps comme ça. Et la scène se termine par lui qui s'assoit sur Emily Blunt. Emily Blunt qui s'assoit sur lui. Sinon, et donc et donc il se serre. Et c'est filmé comme si justement elle enlaçait un peu son fils qui venait de pleurer, etc. Et je trouve que c'est une très belle idée dans cette séquence, mais qui n'est pas utilisée dans le reste du film. Et que j'aurais adoré peut-être davantage cette idée, comme tu le disais tout à l'heure, au début du film, c'est la première fois de sa vie qu'il est confronté à la défaite. Alors c'est quoi un enfant dans un corps d'adulte qui découvre la défaite mais à 35 ans quoi. Ouais, il y a un côté très naïf de la part du personnage et grand dadé un peu comme Frankenstein qui même s'il a l'air très immense effectivement comme tu le dis, et que effectivement il est filmé vraiment en termes de corps avec des corps huileux qui vraiment c'est une montagne de muscles en plus, The Rock, avec d'autres montagnes de muscles à côté, mais même les autres d'ailleurs, c'est vraiment ce truc où son premier combat, l'autre mec arrive et on se dit ça doit être un mec super fort si vraiment il arrive, et en fait ça paraît d'être un mec normal, alors forcément on le voit à côté d'autres personnes, on se dit non quand même il est fort, mais ça paraît d'être un mec normal à côté de Dwayne The Rock Johnson forcément, mais c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment grand dadé un peu qui peut avoir l'air même un peu débile dans les clichés de que du muscle et pas de la tête, tout ça évidemment, mais même là on voyait la scène où il pleurait dans l'hôpital avec ses petits draps, avec ses toutes petites mains et ses gros muscles. C'est vraiment une scène de gamin quoi. Moi je trouve que c'est une bonne comparaison Frankenstein, parce que moi c'est aussi ce qui m'a le plus intéressé, je pense, c'est cette espèce de corps très bizarre, et qu'en fait j'ai passé le film à essayer de regarder, de comprendre comment c'était foutu, qu'est-ce qui était vraiment sa tête ou pas. En fait il y a un truc tellement un peu curieux, mais presque artificiel en fait dans ce... en plus on sait que c'est pas tout à fait The Rock, qu'il y a des trucs qui collent pas. D'ailleurs, ce qui m'a marqué, c'est que dans le générique d'intro, ça crédite beaucoup de positions et ça crédite le prothésiste, et je me suis dit, j'ai jamais vu le prothésiste être mis dans le générique d'introduction d'un film quoi. Mais je pense que ça devient aussi un argument de marketing, parce que c'est un gars qui s'appelle Kazuhiro et qui a fait beaucoup de make-up, genre Colin Farrell en pingouin, ou Gary Oldman en Churchill, c'est ça. Donc ça devient un peu le gars connu de... Donc c'est un argument marketing un peu. Mais oui, effectivement, il y a ce truc, on a l'impression que en fait c'est un enfant dans un faux corps d'adulte quoi, une espèce de... En plus Benny Safdie explique qu'il a demandé à The Rock de devenir encore plus baraque qu'il était d'habitude pour le film, alors que quand on voit les photos du vrai Mark Kerr à la fin, bon, il est très très musclé, mais il y a moins ce côté difforme, hors du commun quoi. Et ça participe d'ailleurs avec le fait qu'on voit pas son enfance, et donc on se dit en fait d'où sort ce c'est un grand enfant finalement, on sait pas comment il a grandi, on voit jamais ses parents non plus il me semble, donc on sait pas d'où il vient en fait, il a popé comme ça, comme la créature de Frankenstein quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant, d'autant plus que le personnage apparaît dans un régime de vidéo VHS, comme si nous on le découvrait sur internet ou un peu sur des réseaux obscurs, où tout d'un coup, mais c'est qui ce gars qui fracasse tout le monde dans des clubs au Brésil perdu quoi. Et en plus je trouve que le film pour le coup file un peu cette idée quoi de l'enfant. Il y a effectivement la scène que t'as dite, mais
Oui, il y a tout ce truc un peu où, à la fête foraine, t'as l'impression qu'en fait, il est trop petit pour faire le... ou trop gros, mais il est trop petit pour faire l'attraction, etc. Et il y a plein de trucs un peu comme ça. Oui, puis même le fait qu'il monte pas dans l'attraction, c'est parce qu'il a mal au bidou, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment... et il le dit, d'ailleurs, il le dit en mode my tummy, quoi. C'est vraiment c'est le bidou, quoi. C'est le bidou. Et non, et même ce truc du cactus, je trouve que c'est une scène assez marrante. Bon, il y a un côté, Thomas disait, ça fait un peu émasculation, ce qui est pas très fin, mais c'est pas faux. Mais j'aime bien le côté de, il est très exigeant sur le cactus, mais pourquoi ? Parce qu'il a envie que le cactus ressemble à celui qu'il y a dans Bugs Bunny. Oui, dans Bebop et Coyote. Je trouve qu'il y a une idée assez marrante, et en même temps finalement à quoi ça aboutit, vers quoi ça tend, cette idée un peu de l'enfant dans un corps qui n'est pas le sien. En fait ça finit un peu que la conclusion c'est il faut pas qu'il reste dans les jupes de sa mère, en l'occurrence le personnage féminin qui du coup reprend encore tout un peu sur elle, le poids de son échec, quoi. Ouais. Puis ça reste vu comme effectivement un personnage très maternel et qui n'est là que pour ça. Ou d'ailleurs, ça discute pas du fait d'avoir des enfants dans le film. On sait après qu'ils en ont eu. Vraiment, c'est effectivement ça reste juste une sorte de personnage maternel et qui est juste ça, quoi, qui est juste vu comme la meuf de The Rock et qui est pas vu comme un personnage indépendant. En plus, il y a même pas de sensualité entre eux, quoi. Enfin, il y a vite fait au début, elle l'aide à faire des étirements, mais c'est très très bref. Et en fait, tous les gestes qu'on voit après sont elle qui lui dit très directement mais laisse-moi m'occuper de toi, j'essaie de comprendre tes passions. Enfin, c'est vraiment une discussion de mère à enfant en fait qui se fait entre les deux. Et il y a une scène qui quand même essaye de retourner ça, c'est la scène où elle tente de se suicider et où là effectivement elle le serre et bon déjà le rapport effectivement de corps lui la serre, lui la serre pardon, et le rapport de corps est assez effarant, mais là on sent qu'il essaye quand même d'être un peu plus adulte, quoi. Donc c'est presque une évolution vers le fait de devenir adulte. Même le moment où il se rase la tête, ça fait un peu ça aussi, quoi. Il a moins cette tête de... Mais c'est ça, c'est dommage parce que le film, il y a plein de choses intéressantes dedans, et peut-être que avec l'aide de Josh, il aurait su débroussailler un peu le projet. Et moi surtout, je voulais revenir aussi sur la musique qui je trouve vraiment porte beaucoup du film, et presque il y a un côté où la musique porte aurait mérité de porter de bien meilleures images que ce qu'on voit, parce que la musique pour le coup il n'y a rien à redire, c'est une musique qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut s'attendre par rapport à ce genre de biopic là, mais ça porte vraiment beaucoup du rythme de la musique, ça porte vraiment beaucoup de l'intérêt qu'on peut avoir. Sans la musique pour le coup dans ce film là je pense que il y a moins d'intérêt, mais effectivement ça reste une des qualités qui est assez pour moi indéniable devant ce film. C'est clair. C'est vrai. Mais donc sauf si tu voulais dire un dernier truc. Non, sur un dernier le film. truc, c'est que moi, on se disait avec Thomas en sortant du film que probablement le meilleur personnage, en fait, c'est plutôt celui de son pote Mark Coleman, qui est un peu à la fois son mentor et peut-être qu'ils vont devoir s'affronter à un moment, etc. Et qui est un acteur non professionnel. Qui est un vrai gars de. C'est comme Bass aussi, son entraîneur, qui je crois joue son propre rôle. Il me semble. En tout cas, il est crédité sous le nom Bass machin, et nom du perso Bass. D'accord. C'est vraiment. Et en fait, je me suis dit que si le film a été plus centré sur ce personnage-là, peut-être ça aurait pu créer quelque chose, parce que le fait que ce soit un vrai gars du milieu, filmé dans son milieu, presque ça justifie cette espèce de dispositif de mise en scène, pseudo-reportage si on veut. Quoi. Et je sais pas, je me suis dit que si le film avait gravité autour de lui, il y aurait pu avoir un truc un peu qui se greffe, quoi, plutôt que d'essayer de faire un peu ce portrait de personnage plus... en fait, au final, beaucoup plus convenu, alors que ça a l'air d'être un type un peu extraordinaire, etc. Et son pote pas tant. Mais, voilà. Mais surtout, ce Mark Coleman, où il a quelques scènes en solo, entre guillemets, avec des journalistes, et à chaque fois, ça lui demande vous pensez quoi de Marker ? Vraiment, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que même quand il n'est pas là, en fait, il est là. Ouais, tout à fait. Je crois une des raisons du ratage du film repose sur son rapport à l'espace. Dans les 3 précédents films des Safdie, les personnages étaient pris dans un réseau de rues, de circuits, d'espaces interlopes qui transformaient les protagonistes en pure intensité d'énergie. Ici, le film est beaucoup plus hors sol, dans des lieux anonymes, même la maison se résume à 3 pièces. Mais en fait, je pense que c'est potentiellement aussi un gros héritage du fait que le film soit très inspiré d'un documentaire sur Marker. Et donc, potentiellement, Benny Safdie n'a pas réussi à suffisamment s'éloigner du matériau dont il s'est inspiré. Il s'est dit, il faut que je fasse aussi une sorte de documentarisation, mais à mi-chemin. Et donc, pas suffisamment, soit d'un côté, soit de l'autre. Et surtout, oui, effectivement, il y a un moment où je trouve qu'il y a quelques moments où on se perd, notamment il y a un moment où ils font une conférence de presse
pour du coup la Pride, donc qui est le... Alors c'est pas la Pride comme on l'entend, mais la Pride, donc du coup c'est une compétition d'UFC au Japon, une grosse compétition, on y revient je crois 2 ou 3 fois dans le film, et ils font cette conférence de presse là, ils disent on va tenir deux ces 2 tournois, alors au final on se comprend pas comment ça se passe après, et on se dit ok, du coup il va s'entraîner au Japon et d'ici 2 jours il va commencer ça. Non, en fait il se passe genre 1 semaine dans le film où il va s'entraîner avec Bass, et on sait... Du coup il fait l'aller-retour et on voit pas cet aller-retour, enfin c'est vraiment, c'est pas très clair en termes d'espace quoi. Et en termes de temps, je trouve aussi. Un peu étrange. Mais je trouve quand on met bout à bout un peu tout ce qu'on s'est dit et ce que disait Thomas, en gros, c'est que en fait, il y a une qualité, un aspect un peu théâtral en fait dans le film, qui est une série un peu de discussions à huis clos, quelques moments de combat, mais qui encore sont très très brefs. Enfin, je trouve qu'on... Sauf le dernier combat entre contre le japonais. Et en fait, voilà, du coup, il y a un côté un peu film en chambre qui ne mérite pas une espèce... Enfin, ou plutôt, on sent que la mise en scène essaie de dynamiser un peu artificiellement ce qui serait autrement vraiment une série de chant contre chant, quoi, de gens qui discutent dans des pièces sans autres gros enjeux, quoi. Oui, ça reste effectivement un côté théâtral qui rejoint de toute manière la manière de voir la lutte et de voir le catch. Je pense notamment au texte de Roland Barthes, Ce monde qui catch, qui le compare effectivement au théâtre grec antique. Et il y a un petit peu de ça quand même dans la sursignification, enfin comment dire, dans le côté mythique, on va dire, des personnages et des corps, avec des entrées, avec notamment il y a un moment où il est lors du dernier tournoi où il y a quelqu'un qui interprète à la guitare électrique le thème, l'hymne américain, le thème du Japon. Ah non, oui, c'est ça. l'hymne du Japon, et à côté il y a des feux d'artifice, et il dit ah oui, ok, là ça devient sérieux, et on voit effectivement c'est là où le film peut être un petit peu intéressant, mais comme il n'y a pas de point de comparaison, c'est compliqué, mais on voit l'évolution d'ailleurs du monde de l'UFC où ça s'est de plus en plus devenu au début c'est toute la discussion dans le cabinet médical, ou dans la salle d'attente du cabinet médical avec la vieille dame et son fils, où l'UFC c'est pas très connu, c'est des brutes qui se tapent, etc. Et petit à petit le carton, jusqu'au carton de fin où ça dit aujourd'hui les combattants du UFC gagnent des millions, quoi. Puis même le dernier tournoi est retransmis en direct aux États-Unis pour la première fois. C'est ça. Donc voir un petit peu cette évolution, c'est sympathique. Le problème c'est que c'est la scène au début, la scène à la fin. C'est vraiment... c'est un peu tout. Mais ce qui est curieux, c'est donc que l'on va avoir un deuxième biopic d'un frère sportif. Encore sur un sportif. Qui s'appelle Marty Supreme. Ça. Je sais pas quand est-ce que ça sort. Gabarit plus avec Timothée Chalamet, si je ne me trompe pas. Sur un ponguiste. Ah ouais, c'est ça. C'est un ponguiste. Je crois que la bande-annonce, c'est exactement. Excellent. Ouais. Bon Et qui est, alors les 2 films d'ailleurs, enfin un autre point commun, c'est que c'est les 2 plus gros budgets de A24 avec 50 millions de dollars. Chacun. Ouais, chacun. Donc c'est immense pour du A24, ça évidemment, et ça bide pour l'instant Smashing Machine. Mais en même temps, je comprends pas. Là, on rentre dans un truc très marketing, mais je comprends pas leur stratégie qui est d'avoir voulu dire c'est un film d'auteur. Alors c'est le cas, bien sûr. On reconnaît la patte samedi évidemment, mais pourquoi pas avoir axé ça sur c'est The Rock qui joue la base de l'UFC. L'UFC c'est ultra populaire. Oui, c'est vrai, Je comprends pas trop leur stratégie, quoi. Mais pour un film de 50 millions, t'es pas censé prendre autant un gros risque entre guillemets. Ouais, ils ont dû se dire que The Rock étant l'acteur qui fait venir le plus de gens au cinéma aux États-Unis, que c'était un peu safe de l'avoir dans un film. Mais c'est aussi un truc même pas. De cible marketing, c'est-à-dire en fait non, on s'adresse pas aux fans de bagarre, on s'adresse, on shift, on change le rock, et c'est un truc psychologique, etc. Il y a aussi, je pense, une espèce de... Enfin, c'est une autre stratégie marketing, quoi. Ouais, bien sûr.